Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous sommes toujours avec le commissaire Zogo et Joël Didier Ngo. Puis son pays, est ça la solution? Je parle pas d'expérience professionnelle. Donc du coup, la confidence qui nous avait été faite, rassurez-vous, peut-être ça va choquer plus d'un. C'est que déjà, notre promotion a été militarisée. Mes camarades le savent. D'habitude, les commissaires de police étaient formés à Chinga, à l'école de police, et puis aussi à Moutenguene, par des instructeurs, des formateurs et des enseignants d'université. Les instructeurs étaient de la police. Mais notre promotion, nous n'avons été formés que par les militaires. Le colonel Tetmoun, le colonel Fouda et tous ces colonels de l'armée camerounaise. Et allez donc savoir pourquoi. Voilà. Pourquoi cette promotion a été si jeune et militarisée. Selon certaines confidences qui nous avaient été faites. Et nous le savons comment. Il y a une mission des Nations Unies qui est lancée, des opérations de maintien de la paix pour le Darfour. Et en Côte d'Ivoire, je crois. Non, pas en Côte d'Ivoire, c'était au Congo. Kinshasa. Voilà. L'ONU devait mettre à disposition de ces pays des dizaines de milliers de troupes. Et comme d'habitude, le Cameroun est l'un des plus gros pourvoyeurs. Le Cameroun se porte toujours garant de mettre à la disposition des Nations Unies voilà, un certain nombre d'éléments de ces forces de sécurité. Voilà. Nous avons voulu postuler, étant au cabinet du délégué, nous les jeunes commissaires, parce que c'était assez lucratif. Voilà. C'était bien rémunéré. C'était des millions qui étaient proposés pour aller dans une mission en tant que commissaire. Par personne. À peu près 6-7 millions de revenus mensuels. En fait, c'est calé sur le statut des fonctionnaires internationaux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, du coup, très vite, nous nous sommes rués vers cet appel d'offres. C'est alors que le patron de la pause d'époque, je salue sa mémoire, le regretté Pierre Milomedjo, qui est un grand homme. Père son âme, je n'ai pas pu assister à ses obsèques étant en exil, que sa famille m'en excuse. Du coup, Monsieur Milomedjo, Pierre Milomedjo nous dit j'ai des consignes spéciales du chef de l'État. Je ne permettrai à aucun de mes jeunes commissaires d'aller dans l'une de ces missions. Tout simplement parce que vous avez été recruté, vous êtes la réserve de la République, la réserve du président Paul Biya. Vous devez être opérationnel à tout moment, et le président Biya vous a recruté pour préparer la perspective de sa fin de règne vers les années 2018, pour pouvoir mater toute velléité populaire allant dans le sens de contester son pouvoir. Parce que depuis les années 2000, le président Biya savait déjà que les années 2018 seront des années de braise. C'est pour ça que je parle des Camerounais qui disent tout et n'importe quoi, qui ne connaissent pas ce pays. Je vais résumer. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vais résumer pour que les Camerounais se rendent compte, si j'ai bien compris, moi déjà ici, qui suis la voix de sans voix. Vous avez été recruté sous ordre du président Biya en 2000. Pas sur ordre. Vous avez dit nous sommes dans l'informel, vous avez utilisé une expression. D'accord, vous avez été recruté. Les non-dits. D'accord, vous avez été recruté pour être formé de manière militarisée. C'était dans le but d'être ceux qui vont mater la rébellion en 2018, lorsque... Mater toute velléité de rébellion et de contestation en 2018, du pouvoir de rébellion. Voilà, du pouvoir du président Biya, qui savait pertinemment que les années 2018, la courbe sera ascendante, notamment la biorythmique avec l'âge, mais je ne sais pas si c'est pas un... Donc ça veut dire que 18 ans avant, ou bien 20 ans avant, M. Biya préparait déjà les élections présidentielles de 2018 en préparant... Je ne parle pas des élections, il préparait sa fin de règne. Si je comprends bien, nous sommes dans un processus où un président de la République a intériorisé le fait que, d'une manière ou d'une autre, il ne quittera pas le pouvoir. C'est ce que ça veut dire de manière implicite. Oui, de manière implicite. Et donc, dans cette perspective-là, il sait quand même que tout peuple a un besoin qui est un besoin presque inné de changement.
Et il anticipe toute velléité de contestation en formant déjà dès 2010. Il met des garde-fous. 2000, donc 2000 en amont. 2000, des hauts gradés, des commissaires dans ce temps. Qui sont formatés dans cette perspective. Que dans l'armée, il y a eu le bien même évidemment, je suppose. Voilà. Qu'ils vont être formés à pouvoir neutraliser toute forme de contestation à une extrême longévité au pouvoir. Voilà. En fait, c'est ça. Et le curseur étant placé à partir des années 2018. Exactement. Pourquoi 2018 qui est dans un an. Parce qu'en 2018, il y aura des élections. Oui, il y aura On n'est donc pas étonné de voir tous ces désordres qui règnent et l'extrême fermeté des forces de défense et de sécurité qui ont été formatées dans la perspective de faire face à cette éventualité. Et ça, je vous le dis. Okay. Il y avait un mot d'ordre interne que M. Melo vous donnait. Vous êtes formé pour faire quoi concrètement? Oui, mais Joël vient de le récapituler. Mais il y avait un mot précis qu'on vous avait donné. Ah, voilà, dans le jargon policier. Voilà, je vois où vous voulez en venir là. Voilà ce que nous disaient nos instructeurs dans ce qu'on appelle les cours de commandement. Tous ceux qui sont des officiers supérieurs savent ce qu'on appelle un cours de commandement dans une académie de police ou militaire. Et voilà, votre mission principale est de protéger d'abord les hommes qui incarnent les institutions et puis les institutions. Sachez que vous êtes formés pour mourir pour le pouvoir et pour le président Paul Biya. Voilà. Donc, ce n'est pas l'intérêt du peuple qui compte, parce que l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt du président Biya. Et sachez que là, un policier est formé pour préserver et faire respecter les institutions et les hommes qui les incarnent. Mais eux, ils estimaient que notre impérieux devoir, notre devoir suprême et sacré était de mourir d'abord pour les gens qui incarnent les institutions, ce qui est une aberration, parce que les hommes ne viennent pas avant les institutions. L'institution est au-dessus des hommes. C'est un débat assez philosophique, mais pour les intellectuels, les instruits, vous comprenez bien de quoi je veux parler. Voilà. Pour eux, le formatage voulait... D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire rire. Lorsque nous sommes au champ de tir à Moutenguene, je ne sais pas si vous connaissez le SIAP à Moutenguene. Cette zone qui est en ébullition actuellement là, c'est du côté de Limbe, pas très loin. Les instructeurs nous disaient de manière caricaturale que voilà, nous allons tester votre loyauté aux institutions, au président Biya. Ils estimaient qu'à un moment donné, ils vont nous demander de nous retourner, ils mettront des portraits du président Biya, et lorsqu'ils exécuteront feu, ceux qui tireront sur le portrait du président Biya seront considérés comme étant des gens déloyaux. Vous imaginez ce formatage à la soviétique. Les Camerounais ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas ce pays. Ils ne savent pas le système qui a été mis en place, le rouleau compresseur, pour pérenniser ces dictatures atroces. Je pèse mes mots, Jacques Moifo. Ces gens qui bavardaillent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ils ont leurs droits. Nous sommes... c'est l'ère des libertés. On a le droit de s'exprimer. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas le régime de Biya. Lorsque M. Biya dit au président Hollande, ne dure pas au pouvoir qui veut, il ne faut pas voir le côté caricatural de la déclaration. M. Biya sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il a mis en place pour pérenniser son système et sa dictature. Je vous dirai d'ailleurs, je vous ferai des confidences, puisque je suis en réserve de la République. Voilà, je ne suis plus tenu par la réserve et tout. Est-ce que vous savez que les armes qui sont à Yaoundé, leurs chargeurs se trouvent du côté du nord, et que beaucoup de militaires, de policiers ne peuvent même pas disposer des armes. Ils ne savent pas dans ce qu'on appelle les soutes à munitions et les réserves en cas d'attaque du pays. Le président Biya a mis un système en place et qui tient carrément à respect le reste de l'armée. Le président Biya dispose des forces spéciales qui lui sont totalement vouées. C'est le fameux BIR, c'est la garde présidentielle et sont les services secrets. Et un tout petit peu le GSO. Le reste de l'armée est totalement désarmé, démuni. Ce n'est pas qu'ils soutiennent le président Biya, mais ils n'ont aucun moyen. Le président Biya est un stratège, un fin stratège dans
des stratégies de conservation du pouvoir. Les gens ne savent pas qu'ils ont affaire. Il a mis en place des mécanismes qui ne permettent pas à cette grande muette. Parce que les gens sont étonnés de voir l'armée rester silencieuse et les bras croisés. L'armée est mise au pas. L'armée est mise au pas. Dans l'armée, il y a une armée dans l'armée. Le président Biya, d'autres confidences que je vous ferai, a mis en place un dispositif qui permet au BI et à la garde présidentielle de tenir face au reste de l'armée pendant 5 ans avec des réserves, a tout dit, de l'argent, des milliards déposés, des devises, des réserves alimentaires qui leur permettent de faire face au reste de l'armée dans une confrontation armée pendant 5 ans sans bouger. Mais dans la description que vous faites de votre formation et après de ce que vous découvrez une fois que vous rentrez en fonction, il y a quelque chose qui se dégage, qui est toujours dit de manière implicite et qui est parfois même d'ailleurs sujet à controverse quand vous discutez avec des hommes politiques, parfois qu'on reçoit ici, quand on dit, mais on met entre guillemets le volet démocratique, l'aspect démocratique des institutions au Cameroun, ils vous disent toujours, mais on ne se bat pas assez pour renverser le pouvoir, c'est de notre faute, comme disait M. Limbi Lobé. Mais on découvre à travers vous qu'en fait, nos projets d'une présidence à vie, et non seulement intégré et entériné par le premier des Camerounais, mais qu'il a su diffuser ça dans la formation des cadres camerounais. Et c'est ça que c'est pourquoi nous insistons pour vous demander, mais comment se passe une formation de commissaire? Parce qu'on découvre que, en fait, des commissaires, on a tant de hauts fonctionnaires, au-delà même des fonctionnaires, qui prêtent allégeance, pas à l'État, mais à la personne, à un individu de l'État, oui. Et c'est ça l'anomalie qu'on aimerait comprendre. Comment se fait-il que dans une république, des personnes prêtent allégeance au président de la République? Pour résumer, car le journaliste doit savoir toujours synthétiser la chose, est-ce que vous connaissez dans votre promotion, ou celle d'avant ou celle d'après, des hauts gradés qui ont été obligés de prêter allégeance à la personne du président Biya? D'accord. Eh bien, déjà, de manière caricaturale, c'est d'ailleurs un projet que j'ai en perspective, la publication d'un ouvrage. Vous savez, lorsque nous étions à l'école de police, j'aime toujours partir des anecdotes pour illustrer la réalité du pays. Lorsque nous étions à l'école de police, nous nous amusions à chantonner, vous savez, dans l'armée, lorsqu'on fait le sport. Voilà, on chante des petits airs, tout ça. Et j'avais une camarade, une collègue à l'époque, je vais taire son nom ici, qui chantait très bien. Et vous savez ce qu'on chantait? Je remercie Papa Biya, je remercie Papa Lomedjo, 1000 fois merci. Vous m'avez sauvé du chômage. J'étais bandit, j'étais prostituée, j'étais ceci. Vous m'avez recruté dans la police. Cela est assez symptomatique de l'état d'esprit de nos cadres. Des gens qui, à la suite d'un recrutement, pensent qu'ils doivent le recrutement à un individu. Moi, je vais vous dire, vous savez, Jackie, j'exerce ici en France, encore une fois, ce n'est pas l'exhibitionniste, ce n'est pas la fanfaronnade. J'ai eu un concours. Je suis en stage maintenant parce que j'ai exercé comme contractuel au ministère de la Justice et pour être titularisé, j'ai eu un concours. Moi, noir, français noir de peau, j'arrive à avoir un concours au niveau des cadres en France, catégorie A, dans une grande école nationale française, dont je vais taire le nom pour des soucis de discrétion. Voilà. Vous savez comment se passe la sélection? Les notes, les résultats, les notes sont recensées, mises dans un ordinateur. On en a recruté 125. Nous étions 5000. Voilà. Je connais qui en France pour avoir un concours catégorie A de la haute fonction publique. Ceux qui estiment que j'ai été parachuté dans la police, j'ai bénéficié des passe-droits, mais me voici en France. Je vous présenterai également ma carte professionnelle, mais en privé. Voilà. On demande à l'ordinateur de sortir les 125 sur 5000. Sur 5000 par ordre de mérite. L'ordinateur tourne comme, vous voyez un peu ce truc de la loterie, et sort les 125 noms. C'est pas vraiment une loterie parce qu'ils sont... Voilà, le directeur signe et affiche. C'est comme ça que ça se passe en France. Je parle sur votre contrôle. Voilà. Mais vous pensez qu'un pays comme le Cameroun, avec un système, vous savez, une dictature, c'est un système conçu, pensé, avec des stratèges qui sont dans l'ombre.
Il ne manque pas de l'intelligence aux Camerounais. Ils sont hyper intelligents, hyper fins. Et beaucoup d'intellectuels camerounais sont payés pour imaginer des stratégies de conservation du pouvoir. Et l'une des stratégies par excellence passe par le contrôle de l'élite, ce qu'on appelle l'establishment. Voilà. Tout c'est au cas de sortie de l'ENAM, l'École nationale d'administration, de l'EMIA, de l'École nationale supérieure de police, de l'IRIC. Il faut bien les contrôler en les formatant. Et comment se passe ce formatage-là? Nous avons des cours théoriques et nous avons des cours pratiques. Et dans la formation d'un commissaire, je vais pour vous répondre à ce qu'on appelle le tronc commun. Voilà. Où on apprend à tout le monde l'ordre serré, comment on se déplace, on marque le pas, on se met au garde à vous, comment on utilise les armes, comment on utilise, c'est pas pour faire peur aux compatriotes, les bombes, les munitions, les explosifs, voilà. Parce que la police est appelée à utiliser des grenades offensives et défensives, il faut savoir les dégoupiller et tout. Nous utilisons des armes et tout, il faut bien être formé à la manipulation des explosifs, comment détecter un explosif. Il y a des choses que je ne dirais pas passer tant de terrorisme pour que des terroristes n'en profitent pas. Si je vous dis... Et surtout qu'on accuse soit GMTV. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on parlait d'un cordeau détonnant, qui est un truc qui ressemble à un fil électrique, mais qui est un objet hyper dangereux, qui peut faire sauter toute une ville, un cordeau détonnant. Lorsqu'on vous parle du TNT, qui est comme du beurre, mais il faut bien que le policier soit formé à ça pour pouvoir détecter ces choses. Voilà. Du coup, la formation des policiers camerounais sur le plan intrinsèque est irréprochable. Mais il y a un côté formatage où on leur fait croire que c'est grâce à un individu. Dans votre processus de formation, à quel moment, si vous avez eu la situation, interviennent des instructeurs, disons, étrangers, français par exemple? Est-ce que vous avez eu des instructeurs français dans votre processus? Non, personnellement, durant notre formation, nous n'avons pas eu d'instructeurs français. C'était que des Camerounais de l'armée, de la police et des professeurs, des enseignants d'université, des magistrats. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'au niveau de la gendarmerie nationale, notamment, il y a beaucoup d'expatriés français qui interviennent dans le processus à la gendarmerie nationale. Et on a même actuellement, on essaie de faire prendre conscience aux Français que parfois, notamment ceux qui sont des expatriés techniques au niveau du délégué général. À ce niveau, je puis vous rassurer que des Français travaillent dans le cadre de la police, c'est pas trahir quelques secrets, ont un bureau au niveau du STIP, du technique intercoopération policière. Ils ont un bureau, c'est des Français, notamment à la PJ, à Diguesono, pour ceux qui les connaissent, ils sont là. C'est davantage un travail d'appui. Mais le rôle des expatriés, beaucoup plus français, intervient dans le cadre que j'appelle la formation continue, des stages qui sont faits à l'étranger, où nous venons Interpol, en matière de techniques de maintien de l'ordre, mais ça, c'est dans le cadre de la formation continue. Mais dans le cadre de la formation initiale de base, pour ce qui est de la police, et lorsque nous avons été formés entre 2000 et 2003, j'ai presque pas vu d'expatriés. Dans le même ordre d'idée, vous allez répondre à ceux qui disent que vous, dans votre promotion, on triait quelques-uns proches linguistiquement du régime, qu'on envoyait se faire former encore à l'étranger, notamment on cite un pays qui est au Proche-Orient. Est-ce que vous avez connaissance de ce fait-là? Oui, mais bien évidemment, tout ce que je peux vous dire, c'est que la police, lorsque nous sortons en vrac, voilà, il y a une sélection qui s'est déjà opérée à la base sur des critères bien établis. La police dispose de 3 branches. Il y a ce qu'on appelle la sécurité publique, donc les policiers en tenue que vous voyez un peu partout. Il y a les renseignements généraux. Voilà. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle, disons dans les renseignements généraux, pour faire simple, il y a la sécurité publique, il y a la police spéciale, qui peut être soit au niveau des renseignements généraux, soit au niveau de la DST, ou au niveau du chemin de fer, et puis bien évidemment, il y a les services secrets, la recherche extérieure. Voilà. Donc lorsque nous sortons, les plus bruyants et les plus fougueux sont envoyés à la sécurité publique pour le maintien de l'ordre. Les plus futés sont envoyés à la police judiciaire dans le cadre des enquêtes. Et d'autres, les plus discrets, sont envoyés dans les services secrets d'espionnage et de contre-espionnage. Donc le contre-espionnage, comme vous le savez, c'est la DST, la surveillance du territoire et le RG. Le contre-espionnage maintenant,
c'est la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, des sinistres mémoire, de Fauchivé, à l'époque où ça s'appelait le CNR. Voilà. Donc, voilà des critères dits standards, objectifs et cartésiens de sélection. Maintenant, dans un système purement interne, le constat que moi j'ai fait, c'est que déjà dans notre promotion, vous avez parlé tout à l'heure là j'ai participé à un débat à Diaf TV, on parlait de ce problème d'équilibre régional dans les concours. Je n'ai pas eu l'occasion de vous ramener des résultats. Nous étions sur une première liste sortie de 60 commissaires. Il y a eu une liste additive de 60 à nouveau. On s'est retrouvé à 120. Et sur les 120 commissaires, il y avait plus de 70 ressortissants Betty. C'est-à-dire, je dis le grand groupe Betty. Alors, il faut le dire. Sur 120 commissaires, et ça, j'ai la preuve de ce que j'ai dit. Je vous coupe un peu. Il faut dire qu'au Cameroun, on a pu compter 250 ethnies. Hein? Tout à fait. Au moins 250. Il y a des quotas, en fait, dans des concours publics, des pourcentages qui sont reconnus. Mais dans cette promotion, j'ai apporté la liste de votre confrère Ngassapi. Plus de 80%. Non, pas plus de 80%, à peu près plus de 60%. Vous avez dit 70 sur 120, donc plus de 60% voilà. Étaient Betty. Étaient carrément Betty. Bon, maintenant, certains me diront qu'on peut avoir un acronyme Betty, mais être anglophone. Mais là, je laisse les spécialistes, les chercheurs, essayer d'investiguer, des journalistes comme toi. Mais pourquoi? Et maintenant, je vous dirais au niveau même des postes, voilà. La plupart de mes camarades qui étaient Boulou ont eu des postes extrêmement sensibles et très juteux. Boulou, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est la tribu du président de la République. Voilà. Et je ne vais pas les citer parce qu'on ne livre pas en pâture de camarades. Voilà, c'est ça. J'ai du respect. J'ai du respect pour mes camarades, mais ceux qui m'écoutent se reconnaissent en ce que je dis. Ils n'étaient pas forcément les meilleurs à l'école, ce n'étaient pas les plus méritants, les plus brillants, mais nous avons été étonnés qu'ils se retrouvent parachutés à des postes ultra sensibles et des postes qu'on qualifie, si j'emprunte à leur terminologie, des postes juteux. Voilà. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit des postes à risque, non juteux, des postes à risque, comme à Bamenda, une zone extrêmement bruyante dans le Grand Nord avec les coupeurs de route, et là l'ethnie Boulou commence à se mettre en retrait. Ce sont les autres qui sont envoyés dans ces régions-là. Je vous donnerai des chiffres et des noms. J'ai été à Bamenda, je n'ai pas vu un seul Boulou comme gouverneur, comme préfet, comme commissaire central, comme commandant de compagnie. C'était soit des Étones, soit des Bamileke, soit des nordistes. Je peux vous donner les noms, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, ce problème de Bamenda dont on parle, on y reviendra dessus, où j'ai été, où toutes les personnalités de la ville sont carrément des francophones. Pourquoi voulez-vous que cette ville ne soit pas en ébullition aujourd'hui, que ces deux provinces... Nous y reviendrons plus tard. Nous y arrivons. Voilà. On essaye juste de comprendre le processus de si c'est une sélection, hein, comment se passe le tri pour qu'on en arrive à cette tribalisation qu'on voit. Le tri, j'ai pu vous le dire, ne repose sur aucun critère logique, objectif. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de camarades Boulou qui étaient loin d'être les plus brillants, loin d'être les plus méritants, je n'ai rien après eux, hein, que les camarades m'en excusent, se sont retrouvés à des postes hyper sensible, hyper stratégique. Je vous donnerai le nom du chef du bureau des... Il est encore en poste, non? Elle est encore... Elle est encore, il faut la laisser. D'accord. Que je ne cite même pas le commissariat. Il vaut mieux pas car on fait pas... Je fais du journalisme, je pas du volontarisme. Là, je suis d'accord avec vous. Mais seulement, commissaire Zogo, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est laquelle? Je vous ai posé cette question-ci. Est-il vrai que parmi vous, certains étaient sélectionnés sur des critères innommables et envoyés dans un pays du Proche-Orient pour être formés une fois de plus? Cela avait une mission précise. Est-il vrai ou faux? Ce que je puis vous confirmer ici, c'est que bien évidemment, des camarades de promotion ont fait des stages. Maintenant, je ne peux pas vous dire avec précision si des gens sont allés en Israël, puisque vous n'avez pas cité le pays. Moi, je cite les noms, vous savez, je ne fais pas dans la langue de bois. Mais tout ce que je peux vous rassurer, c'est que la police camerounaise travaille en étroite collaboration avec les services spéciaux israéliens, notamment le Shen Bet.
et le Mossad, qui sont... La police ou l'armée? Je parle de la police, dans le cas des services spéciaux, voilà, de renseignement. C'est l'un des partenaires privilégiés de la DST camerounaise et de la DGRE, les agents du Shin Bet et du Mossad. Et là, beaucoup de nos cadres des services dits spéciaux, des services secrets, ce n'est un secret pour personne, c'est un secret polichinelle, font bel et bien des stages dans cette région du monde que vous venez de citer. Ben, moi, peut-être, je rangerais ces cadres dans le registre de la coopération classique et normale. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, n'étant pas dans les secrets de Dieu? Et puis à l'époque, moi-même, lorsque j'exerçais, je ne suis pas tribaliste, mais je me réclame de fois comme bêtise, c'est la tribalité. La tribalité n'est pas le tribalisme, c'est vous l'enseignant d'université, je parle sous votre contrôle. Donc du coup, étant moi-même bêtise, je n'avais pas suffisamment de recul lorsque j'étais là-bas pour cerner ce que je considère aujourd'hui comme étant des excès, des abus, des dérapages. Mais je peux vous confirmer qu'effectivement, des camarades, des hauts cadres de la police, sur la base des critères qui sont loin d'être des critères d'objectivité, ont bel et bien été envoyés dans cette région du monde pour être formés. Être maintenant formés, pourquoi? Je n'en sais rien, mais nous sommes entendus, on a fixé le cadre ici, qu'il ne faut pas citer des noms, mais tous sont dans une cellule spéciale qui est au niveau de la DGRE, qu'on appelle la cellule Action, qui est chargée de procéder à des exécutions sommaires et des liquidations de tout ce qui sont susceptibles de constituer une menace pour le régime. Mais ce qu'il faut aussi préciser, parce que pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas le fait qu'Israël assure leur formation qui est mise en cause. Du tout. C'est pas ça. Israël est un pays qui a un savoir-faire dans ce domaine dont use un certain nombre, y compris de grandes démocraties. Je l'ai dit dans mon propos liminaire. C'est pourquoi je faisais allusion, y compris à la France par rapport à la gendarmerie. Tout à fait. C'est l'usage après qui est fait de ces cadres qui sont bien formés par Israël au Cameroun. Et c'est là où il faut attirer l'attention des formateurs sur l'usage qui est fait des cadres qu'ils font. Et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que les services israéliens sont les meilleurs. Ont une antenne au Cameroun où ils forment sur place des policiers, et j'en connais qui ont été formés, mais ces policiers, la raison officielle qu'ils sont formés pour lutter contre le grand banditisme, pour être des forces spéciales. Alors qu'au fond... Bon, maintenant, comme le disait Joël, vous savez, le régime camerounais est un régime assez subtil. Voilà. Ils utilisent ce que moi j'appellerais ici un savant dosage. Ils savent maquiller les faits. Vous voyez un peu, ils utilisent des écrans de fumée pour voiler les yeux au grand public. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est le savoir-faire que nous formons, le BIR. Nul ne peut contester l'utilité du BIR. Mais maintenant, quel usage est fait du BIR? Le BIR, si le BIR était utilisé à bon escient de fois pour défendre l'intégrité du territoire, nous en sommes tous fiers. C'est le premier commando. Voilà, c'est ça, qui porte des coups, et nous saluons d'ailleurs ce que cette force spéciale fait contre les islamistes, les terroristes islamistes de Boko Haram. Mais maintenant, ils sont d'une efficacité redoutable. Et on la loue d'ailleurs. Une efficacité qui est reconnue. Et moi, en tant que commissaire de police, je salue la bravoure de cette force, de ses camarades, c'est leur professionnalisme. Mais maintenant, lorsque le BIR est déployé pour retourner ses armes contre le peuple, c'est là où nous ne pouvons plus nous taire, Jacques Moifo. Et c'est là où on vous dira que les oiseaux de mauvais augure qui veulent déstabiliser le Cameroun et qui sont à la solde des forces tapis dans l'ombre. Je préfère qu'on m'affuble de ce qualificatif, mais que je défends les opprimés, les plus faibles. Je suis fier d'être du bon côté, du côté de la justice et du côté de ceux qui croient se battre pour la bonne cause. Et d'être dans l'axe du mal. Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans une vision manichéenne du monde où d'un côté il y a les bons et les méchants. L'être humain est perfectible. Maintenant, nous recherchons un idéal qui est celui de se rendre utile à ses contemporains. Et c'est quoi se rendre utile? Là est toute la question. Et je ne pense pas que se rendre utile à ses contemporains, c'est de se taire, de s'aligner, d'applaudir Paul Biya toujours Shoga
mais sachant pertinemment que rien ne marche, que rien... Voilà, je suis étonné par cette posture. Répondez à cette question, s'il vous plaît, pardon. Avez-vous jamais fait cette formation spéciale au Proche-Orient, oui ou non? Non, mais je n'ai jamais été formé au Proche-Orient dans le cadre de mes missions dans la police camerounaise. Peut-être ailleurs, oui. Pendant que Aurélien s'apprête pour venir nous faire sourire un peu, je vais saluer Aziz Moundé qui vient de mettre sur le marché un livre, La révolte des oiseaux de mauvais augure. Voilà, salut à toi Aziz et bon vent. Salut Aziz, merci. Pignolo quali non ende sangue batoi de locuma pende nyamba milai. Pignolo quali non ende sangue nyoi doni puma pende cambilai. Pignolo quali non ende sangue batoi de locuma pende nyamba milai. Pignolo quali non ende sangue nyoi de locuma pende cambilai. Demba mona takande namba mene di bende biya lanjo malambunde somoto asi bemba bebe dote bukimbae. Demba mona takande namba mene na duti apende sese bukimbae. Bana binyoya ye Tiboke lambodi oye Binyoya ye Tiboke lambodi oye Binyoya ye Tibende lambodi oye Binyoya ye Tibende lambodi oye da da di da pa 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 di da da di da bi la di da pa 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 di da di da da di da di da da di da da di da di da di da di da di. Disi bepe kamakako sanja moto te akike na dute. Disi bepe ka sans pepa. Ouais, à jouer à Jackie. Disi sont alena mo anyende tsokie. Disi bepe kamakako sanja di sont alena à jouer à jouer l'eau di bête l'amour. Jacques moi faut di vendre l'amour comme il s'est zogoré. Juste une question, Jackie. Est-ce que tu pourrais en fait pour nos téléspectateurs nous dire là le thème en français, tu chantes sur quoi? Voilà, c'est le thème, déjà ça c'est mon deuxième album, le titre c'est Sangwa Bato. Sangwa Bato qui veut dire le meneur d'hommes. Voilà, en quelque sorte, le chef de famille, si on peut le dire comme ça. Voilà, et j'ai tellement vu des choses dans ma vie, mon papa, comment il arrivait à nous gérer et tout. Je me suis dit, oh là là, pour être responsable. Vous étiez nombreux? Ah oui, 14 oh. 14 enfants. Il a travaillé hein? Il a travaillé. Avec deux mamans ou une seule? Non, une seule maman. Hein. Oh, voilà, une seule maman. Donc, je voyais un peu de choses, je dis, ah waouh, ça c'est un meneur d'hommes. Et ça m'a permis de gérer certaines choses. Parce que j'aimais tellement le foot. Voilà, le foot et tout.
les interquartiers. Oui. Bon, je me suis même déclaré président du bon, club, voilà, toi de aussi. temps en temps, oui. Salut Adolphe Claude, on dit, monsieur Saint-Fantomas, l'entraîneur. Voilà, j'aimais tellement le foot et j'ai même été, j'ai joué dans le Tonnerre cadet. Ah bon? Après le cadet, j'ai été surclassé. J'ai joué en même temps que Bowie. J'ai été surclassé à la même année. Et j'ai même été appelé par Karl Hans Wegan pour les juniors. Oui. Et quand voilà, c'était dans des années 82, 83, comme ça, voilà. Oui, Voilà, 83. Et après, quand il fallait donc l'autorisation parentale, bon, les parents, ils ont refusé. Ils ont dit, non, tu vas pas à Toulon pour le tournoi et tout. Bon, j'ai dit, bon, je laisse même la musique, les parents ne voulaient pas. Bah oui, à donc, l'époque, c'était réservé aux voyous, la musique, le football et tout. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, voilà, j'essaie de voir comment les familles fonctionnent, la paix, voilà, que nous ne soyons pas comme les crabes et tout, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, que soyons tous responsables, voilà. Soyons tous responsables. J'espère que les Camerounais, tes compatriotes, vont t'écouter et surtout te comprendre. Okay. Bon, merci beaucoup Aurélien. Tu reviens dans quelques minutes, t'inquiète pas, voilà. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le Bœuf Bourguignon. Nous allons maintenant aborder quelque chose qui a cours, quelque chose qui est d'actualité au Cameroun, mais nous allons faire un petit retour dans le passé pour comprendre le pourquoi nous en sommes là. Nous allons évoquer la crise anglophone, mais avant, je vais vous poser cette question aussi sur une tribu qui est la même que ceux qu'on appelle les anglophones aujourd'hui, car tout ce peuplement de l'Ouest est appelé le Grassfield. Le Grassfield. Est-il vrai que dans votre formation, dans les missions qu'on vous confiait, vous aviez ordre de punir, en quelque sorte, on va utiliser le mot difficile, le mot dur, de punir les Bamileke? Je ne le dirais pas, mais tout ce que j'ai pu vous dire, c'est que déjà mon commandant à l'époque, à l'école de police, était le divisionnaire Sekep, qui était un ressortissant de la région de Grassfield. Voilà. Est-ce que le commandant qui nous a formés pouvait se permettre encore de donner ce genre de base besoin, nous ordonner ce genre de mission d'aller exterminer les siens? Je ne pense pas. Mais maintenant, je vais vous parler de mon passage à Bamenda. Ce que nous avons pu faire là-bas, et à partir de ce témoignage, les uns et les autres pourront se faire une opinion. Voilà, j'exerce à Bamenda justement à la suite de mes déboires. Je suis affecté disciplinairement à Bamenda comme adjoint au commissaire central. C'était une punition alors de vous envoyer à Bamenda? À l'avis de M. Edgar Alain Mbongo, puisque l'affectation intervient après, juste au lendemain du déclenchement de cette fameuse affaire des 2 Françaises, mais en réalité c'était 5 individus. Je suis étonné qu'on ne parle que des 2 Françaises, puisqu'il y avait 3 Camerounais aussi qui ont été interpellés par Ebene dans le même cas de cette affaire des bandes de films tournés sur les homosexuels et lesbiennes. Je n'en parlerai pas de ça, je n'ai pas été invité pour ça. Lorsque je travaille à Bamenda, comme adjoint au commissaire central, déjà le commissaire central, c'était un Gardouala, le commissaire Sona, vous imaginez, et l'adjoint Mbeti. J'ai presque pas vu d'anglophones occupant un poste de responsabilité dans cette région. De manière prosaïque, je puis vous dire que les missions qui nous ont été assignées, notamment par le gouverneur Kumpaïssa, je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, je crois qu'il est ministre, Kumpaïssa, et à l'époque, le préfet de la Mézam, c'était né grand frère qui a pris sa retraite, Marcelin Grégoire Njaga, qui a été gouverneur du Sud au village de Paul Biya. Au moment où il a été mis en retraite, nous tenions des réunions avec le délégué provincial Mbidankili. Je vous donne des noms. À partir de ces noms, vous pouvez imaginer déjà... D'accord, il n'y avait que des francophones alors, pas à la limite. Gouverneur Kumpaïssa, ressortissant du Grand Nord, préfet de la Mézam, Marcelin Grégoire Njaga, francophone, commissaire central Sona, francophone, voilà, adjoint, commissaire Zogo et Sekep Denis, francophone. Voilà, peut-être le premier dans le rang protocolaire, je ne sais pas, l'anglophone était officier, devait être chef de poste. Mais pour vous parler d'une émission à Bamenda, ce problème dit des séparatistes
Parce que le problème anglophone, je reviendrai dessus. Parce que déjà, nous sommes affectés, maintenant nous sommes des francophones. Ma maîtrise de l'anglais à cette époque n'était pas terrible. Nous étions obligés de nous recycler. Voilà. Et vous recyclez où? De nous recycler comme ça. Dans le nature, voilà. On ne vous faisait pas une petite... Mais Joël, tu sais, le Cameroun est bilingue. Nous avons eu un mais pas les Camerounais. Pas le Camerounais. Là, j'apprécie cette subtilité. Nowadays, do you speak English? I'm trying. Just trying. I'm just trying. Little bit. Voilà. Fortunately for you, you are not Cameroonian now. I'm a Cameroonian. I'm speaking English, but certainly that my level is not very good. But all that you can say, I will understand. Yeah. Yes, I'm able to speak, to answer, to... Yeah. Bon, nous allons revenir en français. Excuse-moi de charcuter cette langue où j'ai exercé. Voilà, I cannot speak fluently. I'm trying. But my English is not so good. I'm trying. Yes. Okay, donc maintenant, lorsque j'exerce à Bamenda, j'ai trouvé une pratique là-bas qu'on appelait le bell bond. Bell bond, voilà, ça dit la liberté sous caution lorsqu'on te gardait dans un commissariat, ce qui n'était pas une pratique qui avait cours dans les zones francophones. Voilà, on payait le bell bond. Et puis, une espèce de liberté sous caution. Tu allais chez toi et tu comparaissais libre. J'ai dû me remettre à l'apprentissage. Donc, cela veut dire que des problèmes posés par les anglophones, à mon avis, aujourd'hui, pas par les anglophones, les Camerounais ressortissants de cette zone-là, de nos deux provinces anglophones. Parce que ce sont d'abord des Camerounais. Joël Lengo. On n'a jamais dit que ce sont des Camerounais. Voilà. Pas vous, de toute façon. Non, je dis au sens large. Je préfère préciser les choses dans leur contexte. Des Camerounais ressortissants de cette zone. Je ne parle pas des Camerounais d'expression anglophone. On peut être bêtier et parler anglais. Parce que c'est le problème qui s'est posé avec mon frère Atemengue, qui est du RDPC, qui passe tout son temps à m'insulter dans les médias camerounais, qui estimait que lui parle anglais et ses enfants parlent anglais, donc il peut se réclamer comme étant anglophone. Non, c'est une notion sociologique d'abord. À la suite de ce fameux référendum, je crois de 1961, où certains ont choisi de venir au Cameroun. Je peux aller m'installer dans la zone anglophone, je suis de culture anglophone. Mais sociologiquement, je ne peux pas me réclamer comme étant anglophone. De cette zone-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû nous remettre à l'école pour nous approprier ces pratiques qui relevaient en fait de la common law. Du common law. Voilà, c'est ça. Donc, ces pratiques appliquées dans le monde anglo-saxon. En Grande-Bretagne. Tout à fait. Le procureur d'ailleurs, qui était notre ami Njoya, vous convenez avec moi que décidément, voilà, encore un francophone. Voilà, rien ne marchait dans cette... Mais vous ne compreniez pas leur... non, nous les comprenions, peut-être leur fonctionnement. Lorsque je suis arrivé à Bamenda, on m'a dit ceci. Les Camerounais ressortissants de cette région nous appellent les Chop Brookpot. Chop, qui signifie quoi? Oui, c'est un barbarisme camerounais en pidgin. Chop Brookpot. Ils mangent et cassent l'assiette. C'est comme ça qu'ils brocadent les francophones. Donc maintenant, les sociologues et autres, ça dit, je finis de manger, je casse l'assiette. Bon, je pense pas à la postérité. Ça se fait aussi en Grèce. Donc, voilà, c'est ça, ils nous affublent. C'est un camerounisme, un barbarie, une tournure idiomatique propre aux anglophones. Ils m'ont dit, beaucoup de francophones sont arrivés. Pendant qu'ils arrivent, je vais vous dire qu'il y a un restaurant ici sur l'île de la Cité à Paris où nous mangeons, nous cassons les assiettes en sortant. Ici à Paris.